Bonjour Julien Aubert. Bonjour, comment Merci allez-vous? beaucoup d'être notre invité, mais ça va et vous? Très bien. Bon, on va vous poser la question, surtout comment ça va au sein de votre parti. Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse, président d'Oser la France. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. Et on va évidemment parler de ce qui se passe au sein de votre parti, Julien Aubert, puisque le meeting de Valérie Pécresse interroge au sein même de votre famille politique et particulièrement l'emploi de cette expression grand remplacement qu'elle a utilisée en disant qu'il n'y avait pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Est-ce qu'employer cette expression qu'utilise Éric Zemmour, c'est une erreur de sa part? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des mots dont on conteste le fondement? Évidemment. Valérie Pécresse, d'ailleurs, ne s'était pas cachée pendant le congrès de cette divergence de vue. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand Éric Zemmour utilise le grand remplacement et cite Camus, il n'a pas lu Camus, parce qu'en réalité, il mélange ce que Camus appelle le grand remplacement et le petit remplacement. Mais si un jour ça intéresse des gens qui veulent se pencher sur le fond, on en discutera. Et là, elle a tout simplement expliqué qu'elle ne reprenait pas cette expression. Si elle avait dit je ne me résous pas à la fatalité, ni à l'explosion de l'Union européenne, ni à l'esclavagisme, on n'aurait pas dit Valérie Pécresse est esclavagiste. Vous voyez, donc à un moment donné, la négation en français, le fait d'ailleurs de mettre un point, si on veut être précis grammaticalement entre deux phrases, manifeste bien une coupure dans la pensée. Mais quand même, vous savez très bien qu'elle est connotée, que c'est Éric Zemmour qui emploie cette expression. Mais évidemment qu'elle est connotée, c'est pour ça qu'elle l'utilise. C'est pour dire, moi, je ne me résous pas à la France que décrit Éric Zemmour. La nouvelle France, ça n'est pas la France d'Éric Zemmour. Mais vous comprenez les réactions qui se sont fait jour à la suite de l'usage de cette expression? Non, pas du tout. Je pense y compris dans votre camp? Non, je pense qu'il y a eu une véritable instrumentalisation de cette affaire, coordonnée, concertée dans différents médias, par les proches du président de la République et par une partie de la gauche. Et d'ailleurs, j'ai vu sortir des sarcophages, la vieille gauche, avec les crucifix, expliquant que nous avions perdu la boussole républicaine. Ce qui est bien, c'est qui la vieille gauche avec les crucifix? Monsieur Le Drian, Madame Hidalgo, c'est-à-dire que même à 2,5% d'intention de vote, Madame Hidalgo se permet de donner des leçons de République. Donc, il y a eu, si vous voulez, cette volonté pour dire, grosso modo, c'est le reductio ad lepénum. Donc, elle utilise ces mots-là, donc ça y est, elle a franchi le Rubicon, elle n'est plus dans le champ républicain. Vous n'avez pas la machine à breveter les Républicains. Vous n'êtes vous-même d'ailleurs pas souvent républicain à la mairie de Paris, donc laissez-nous tranquilles. Puis deuxièmement, vous avez eu effectivement... à la mairie de Paris, juste. Parce que si vous voulez, quand vous êtes allié avec des écologistes et que lorsque vous voulez donner le nom d'une rue Samuel Paty, vous avez un débat avec des gens qui sont vos propres alliés en disant ah oui mais quand même ça va un peu trop loin. Moi je pense que si vous voulez ça pose des questions. C'était un peu trop vite surtout le débat. Voilà. C'était plutôt sur la durée. Alors juste on va revenir à ce qui se passe au sein de votre famille. Hier lors de votre conseil stratégique, parce qu'il n'y a pas que la gauche et les macronistes qui ont attaqué. Hier, vous y étiez d'ailleurs, vous allez nous raconter. Xavier Bertrand et Jean-François Copé ont demandé des clarifications à Valérie Pécresse, vous nous le confirmez? Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Alors, comment ça s'est passé? La réunion a duré 40 minutes, nous avons fait le point, chacun en fait a exprimé, effectivement, on le sait, un diagnostic sur le Congrès, Valérie d'ailleurs ne s'en est pas cachée, sur la forme, sur le fond. Simplement, on était en train de discuter, si vous voulez, du fait que BFM TV n'avait pas eu le retour son, enfin de détails techniques, et Xavier Bertrand a dit le problème il n'est pas sur la technique, le problème il est qu'il faut que tu arrêtes d'écouter tout le monde, que tu essaies de faire la synthèse de tout le monde, que tu sois toi-même, parce que les gens, je veux retrouver la Valérie Pécresse du Congrès. Et d'ailleurs, je l'ai dit la même chose. Xavier Bertrand, il n'a pas dit à Valérie Pécresse, le grand remplacement, c'est pas nous? Il a dit, il faut, compte tenu de la polémique qui a surgi, il faut être très clair lorsqu'on parle du grand remplacement, effectivement, pour éviter de laisser entendre, voilà, parce qu'on voit bien le piège qui nous est tendu. Donc, sur cette expression, qu'on soit clair entre nous sur ce qu'on a voulu dire. Voilà ce que, si vous voulez, moi j'ai compris. Ça veut dire qu'il faut des clarifications. Non, ça veut dire que lorsque vous avez une polémique comme celle-ci avec des gens qui essayent de laisser entendre que vous avez utilisé cette expression pour valider Éric Zemmour, il faut qu'on soit bien clair entre nous sur nos éléments de langage, sur la position qu'on tient, et que ce soit très bien clair entre nous qu'il ne s'agissait pas du tout de reprendre cette expression. Alors, est-ce que l'erreur, c'est que plutôt que de reprendre cette expression ou de l'utiliser, Valérie Pécresse n'aurait-elle pas mieux fait de s'en prendre directement à Éric Zemmour, ce qu'elle n'a pas fait au cours du meeting? Alors, moi, je pense que c'était un discours... plus clair, non? Et plus simple. Je pense qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas prononcé le nom de ses concurrents, Emmanuel Macron à quelques reprises, mais je crois que l'objet de ce discours, c'était davantage de présenter sa vision de la nouvelle France, sa vision pour la France. Et elle ne voulait pas, si vous voulez, rentrer dans un règlement de compte tel que Éric Zemmour a pu le faire de manière assez dure, d'ailleurs, au lance-flamme, dans son discours. On n'était pas sur le même niveau. On va venir sur tout ça, mais juste sur ce qui s'est passé hier, parce que là, vous minimisez
analyser un peu. Par exemple, Jean-François Copé, lui aussi. Est-ce qu'il n'a pas reproché à Valérie Pécresse est-ce qu'il n'a pas demandé à Valérie Pécresse de clarifier les choses et de dire qu'il fallait une ligne avec les extrêmes? Alors, Jean-François Copé, de la manière dont il a dit, autant que Xavier Bertrand, effectivement, je me souviens effectivement de ses propos, que je n'ai pas interprété comme la presse a pu le faire, autant Jean-François Copé s'est passé inaperçu, honnêtement. Mais pourquoi ? Il a pas parlé ? Si, il a parlé, mais je n'ai pas retenu. J'ai surtout retenu qu'il a rappelé le fait que c'était lui sur la loi, sur la burqa, que c'était lui qui avait été. C'est l'intervention de Xavier Bertrand. Voilà, sur la droite décomplexée. Enfin, je n'ai pas le souvenir, si vous voulez, moi, de ce passage. Mais vous comprenez quand même que d'une manière générale, quand on regarde les choses un peu de l'extérieur, on a le sentiment, ou on a l'impression que Valérie Pécresse est dans la roue d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, qu'elle cherche soit à garder ses électeurs qui seraient tentés par la droite, soit faire revenir des gens de son côté dans la famille. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie ? Et je vais préciser ma question. Imaginons que Valérie Pécresse soit au deuxième tour, comment elle fait ensuite pour élargir sa base, rassembler un centre, après avoir eu des propos ou une attitude qui la marque très à droite de la droite ? Alors, d'abord, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Vous avez besoin d'abord d'expliquer votre vision par rapport à celle des autres. Donc vous reprenez leurs mots, si c'est pour les combattre, ça n'est pas, si vous voulez, une reprise des thèses. Elle n'a jamais dit, moi je suis favorable au grand remplacement ou je pense que le remplacement existe. Il y a quand même un certain nombre de thématiques où on sent des proximités, vous êtes d'accord ? Enfin, là, si vous voulez, alors, entre la droite et l'extrême droite, vous avez parfois des thèmes qui sont repris ensemble. On parle tous les deux, par exemple, de la nation. Mais vous avez d'un côté, et je ne parle pas de candidat, je parle de l'extrême droite qui peut être en partie, si vous voulez, d'un certain, mais vous avez une vision, en gros, de la nation blanche et de l'identité d'une civilisation où l'immigré est rejeté parce qu'il n'est pas de la bonne couleur de peau. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas beaucoup la notion de grand remplacement qui appelle en fait à la visibilité. On dit aux gens, regardez autour de vous. Mais la couleur de peau ne veut rien dire de votre intégration républicaine. Le vrai sujet, il est culturel. Bon. Et puis, et de l'autre côté, une droite qui parle de la nation et des frontières parce qu'elle dit, notre modèle d'assimilation républicaine n'est plus capable d'assimiler, donc il faut arrêter l'immigration. Donc on peut avoir le même thème pour l'interpréter différemment. Deuxièmement, il y a, si vous voulez, dans la volonté de Valérie Pécresse, d'occuper toute la droite. D'ailleurs, il y avait de Jean-Christophe Lagarde, Hervé Morin, jusqu'à Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti. Bon, tout le monde était là. Et moi, j'ai entendu dans ce discours... Pas tout le monde, on y reviendra. Beaucoup de choses, la souveraineté, l'identité, la loi sur les propriétaires, etc. Bon, qui sont proches d'ailleurs des idées que je défends, Oser la France. Donc, vous êtes effectivement, elle occupe tout le champ de la droite. Maintenant, le second tour, je vais vous dire, le centre, d'abord, il est déjà avec nous, avec deux composantes dont on a beaucoup parlé d'ailleurs. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de gens de gauche qui se poseront la question, je crois, si vous voulez, que le sujet, ce sera plutôt Emmanuel Macron encore ou 5 ans ou pas, et vous avez des gens de gauche qui devront faire un choix. Et Valérie Pécresse, on sait d'où elle vient. Elle n'est pas, si vous voulez, elle vient pas de l'aile droite des Républicains à la base, elle est plutôt d'une droite chiracienne, mais... Elle est d'une droite chiracienne et elle ne dit pas attention, moi je partage l'idée d'une France sépia. Non, au contraire, elle dit ça n'est pas ma France, ça n'est pas le projet que je veux pour ce pays. Mais justement, vous le dites, elle vient pas de la droite, elle est plutôt centriste. Non, mais elle vient pas de la droite, elle vient pas de la droite dure, Valérie Pécresse. Elle est plutôt de la droite centriste. Il n'y a pas de droite dure. On n'est pas des barres de chocolat avec des pourcentages de cacao. Est-ce que du coup, son discours, qui est quand même très à droite, plus à droite que le discours auquel elle nous avait habitués, est-ce que du coup, ça ne paraît pas comme insincère? C'est comme ça que vous l'entendez, parce que vous avez sur une heure de discours 3 mots. Quand on parle de français de papier, c'est quand même pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche de Valérie Pécresse. D'accord, mais derrière les mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez des gens aujourd'hui qui ont des papiers d'identité français, mais qui ne se comportent pas de manière française. Ils ne s'assimilent pas, ils ne respectent pas les lois de la République. Et je veux dire, le vrai sujet, c'est pas les mots que vous utilisez. Les mots ne sont que les véhicules des idées. La question que vous devriez vous poser, et que les Français devraient se poser, c'est est-ce que je suis d'accord ou pas avec le fait que Valérie Pécresse préfère le français de cœur au français de papier. Et c'est-à-dire celui qui n'a peut-être pas les papiers français, mais qui aime ce pays, et celui qui a peut-être le papier, la carte d'identité, mais qui ne respecte pas les lois. Eh bien, moi, je crois qu'effectivement, d'ailleurs, c'est une différence avec certains qui sont plus à droite que nous, qui disent toujours préférence nationale. Mais moi, j'ai dans ma rue quelqu'un qui est d'origine macédonienne, qui se lève tous les matins à 5 heures du matin pour faire travailler ses enfants, et qui, à la sueur de son front, a acquis sa propriété. Ben, je le respecte beaucoup plus que certains qui peuvent être français depuis Vercingétorix, et dont le seul et unique objectif est surtout de ne jamais aller travailler.
vous dites, elle a raison. Il faut aller chercher ces électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour, quitte à mettre de côté, ou en tout cas à moins prendre en compte les électeurs qui, eux, sont tentés par Emmanuel Macron. Moi, je crois que il faut pas réfléchir en segment électoral, et ça, je parle pas pour la candidate, je parle pour ce que je pense très sincèrement. Il faut parler aux Français du monde dans lequel ils vivent. Et effectivement, il y a plusieurs visibilités, parce que quand vous habitez Paris, centre de Paris, vous n'avez pas tout à fait le même spectacle que quand vous vivez au cœur de Carpentras. Voilà. Et c'est toute la problématique des Républicains. C'est que nous sommes le dernier parti, le seul parti sur l'échiquier républicain, politique, à proposer une solution qui soit une solution de concorde et de réconciliation à des France qui ne se parlent plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le programme des Républicains, c'est pas que vous avez une candidate qui a des mots qui pourraient être employés par Éric Ciotti, qui a un programme qui est celui d'Éric Ciotti, avec un visage qui est celui du centre droit? Est-ce que du coup, ça fait pas une candidate insincère? Non, parce que par exemple, sur la politique sociale, tout ce qu'elle déroule sur la hausse des salaires, sur la défiscalisation des pensions alimentaires, sur le cumul emploi-retraite, enfin je veux dire, on renoue, si vous voulez, avec une tradition qui est une tradition gaulliste sociale. Donc, elle a en réalité repris ça plutôt de Xavier Bertrand. Vous voyez, je veux dire, mais c'est Xavier Bertrand, lui, qui dit, et ça vous allez nous le confirmer ou pas, il a dit hier à Valérie Pécresse, il faut retrouver la Valérie du Congrès. Oui, mais il a raison. Ça veut bien, il a raison, ça veut dire qu'on l'a perdu, la Valérie Pécresse du Congrès? C'est-à-dire que je l'ai dit la même chose, lors du grand meeting de dimanche, je crois qu'il y a eu, si vous voulez, des instructions un peu contradictoires. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois présidentiel, il faut que tu fendes l'armure, il faut que tu renverses la table, il faut que ce soit le grand tournant. Et à la fin, autant sur le fond, j'étais pleinement d'accord, autant sur la forme, on sait très bien que c'est pas à la base l'exercice qu'elle préfère, et on sent qu'elle n'était pas à l'aise. C'est un meeting raté sur la forme pour vous? Perfectible. Ça, je viens de la Cour des comptes. C'est un euphémisme pour dire raté, ça? Non, pas raté, parce que autant au début, d'abord, parce qu'il y a eu des problèmes de son, etc., autant quand je vais vous dire, la vraie Valérie Pécresse, on l'a retrouvée, pour moi, lorsqu'elle a commencé à parler d'elle-même. Et tout de suite, ça s'est vu. 3 quarts d'heure. On la connaît, les Français la connaissent. Vous la voyez sur BFM TV, on l'a vu sur d'autres émissions où lorsqu'elle parle directement. C'est celle-ci, celle du Congrès, celle qui est libre, en fait. Parce que je crois que dans une élection présidentielle, effectivement, elle a fait l'union. Mais le message que j'ai compris, Xavier Bertrand, c'est de dire, maintenant que tu as fait l'union, il faut que tu te détaches aussi des gens qui te conseillent, qui t'entourent. Peut-être Éric Ciotti, mais peut-être aussi Xavier Bertrand. Il faut qu'elle soit elle-même. On vient de parler de la forme avant de parler du fond. Juste une dernière question. Vous disiez tout à l'heure que dimanche, Valérie Pécresse, tout le monde était là, du centre à la droite de la droite. Enfin, le spectre était très large. Tout le monde sauf une personne. On a quand même remarqué l'absence de Nicolas Sarkozy. Le fait qu'il ne s'engage pas aux côtés de Valérie Pécresse, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas un problème. Ça n'a aucune espèce d'incidence? Ça n'a aucune incidence, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que, si vous voulez, c'est évidemment... le fait d'avoir les soutiens du dernier président de droite en exercice, c'est important symboliquement. Mais on est ici au début de la campagne présidentielle. Quand vous avez, je dirais, votre arme fatale, vous la sortez pas au début. Vous la sortez à la fin et on aura sans doute besoin de Nicolas Sarkozy dans un entre-deux-tours qui pourrait être compliqué. Pour vous, il y a aucun Nicolas Sarkozy, c'est que dans l'entre-deux-tours. Ah, pour moi, si j'étais candidat, je demanderais plutôt à Nicolas. Je sortirais pas en début, oui, je sortirais plutôt à la fin. Mais vous êtes sûr de son ralliement? Pourquoi? Attendez, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les Français, ils veulent pas la réélection de Jacques Chirac, la réélection de Giscard d'Estaing ou la réélection de Nicolas Sarkozy. Ils ont déjà tranché sur cette question. Aujourd'hui, ils ont une femme qu'ils connaissent pour certains bien, notamment en Ile-de-France, et pour d'autres assez méconnue. Et ils ont besoin de comprendre et qu'elle ne se cache pas derrière des mousquetaires, etc., pour la découvrir en tant que telle. C'est elle. Parce qu'ils se disent, qui est cette femme qui peut être la première femme à présider? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, pour vous, c'est plus un atout pour un candidat de droite? Non, j'ai pas dit ça, puisque je vous ai dit que... Vous dites, ils ont déjà tranché. J'ai dit qu'aujourd'hui... Sa personnalité est trop forte. J'ai dit qu'aujourd'hui, la première place, elle doit être occupée par Valérie Pécresse, et c'est elle que les gens doivent connaître. Les soutiens, ils sont intéressants, mais... Écoutez ce que disait Xavier Bertrand, parce que vous l'avez cité, il faut qu'elle apparaisse elle-même. Parce que c'est sur sa personnalité que nous gagnerons. C'est parce que les Français comprendront que... Ça veut dire qu'Éric Ciotti, il est trop présent dans cette campagne aujourd'hui? Ah, pas du tout. Je trouve qu'Éric, comme les autres mousquetaires... sur Valérie Pécresse pour vous? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est normal qu'il en ait. Dans le Congrès, il a fait 40% des voix. Nous avons un électorat qui est partagé en deux. Qu'on le veuille ou non, vous en avez une partie qui est plutôt
attirée par les sirènes d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse lui plaît beaucoup, et une partie qui pourrait être attirée par Éric Zemmour et Éric Ciotti lui plaît beaucoup. Eh bien, vous ne pourrez pas, si vous les séparez, de toute façon, vous n'avez plus votre alchimie. Et donc le Congrès, il s'est fait ainsi. Et je crois qu'il joue son rôle, il fait un travail humble, il va sur le terrain, comme les autres d'ailleurs, et je crois que c'est cette image d'union qu'il faut garder. Excusez-moi d'insister, mais je veux bien je vous suis sur les explications que vous nous donnez sur Nicolas Sarkozy, mais alors du coup, pourquoi Valérie Pécresse va chercher Édouard Balladur ? Il faudrait poser la question à Valérie Pécresse. Bon, alors, mais je crois, si vous voulez, que... alors, d'abord, permettez-moi, Édouard Balladur est une personnalité importante, mais c'est un ancien Premier ministre. C'est pas un ancien président de la République. Édouard Balladur, c'est la crédibilité, c'est la compétence. Nicolas Sarkozy, je dirais, c'est plus un message de fond. Et puis, regardez, vous nous dites déjà, rendez-vous compte, vous utilisez des mots forts, est-ce que vous n'êtes pas trop à droite ? Nicolas Sarkozy, c'est pas un centriste, si vous voulez. Donc, si vous avez Nicolas Sarkozy et en plus, vous avez un discours très agréable, qu'est-ce que j'aurais entendu ? Je veux dire, Mme Hidalgo aurait déjà demandé à ce qu'on soit suspendu de cette élection présidentielle. Une dernière précision concernant Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas peur qu'il annonce son ralliement à Emmanuel Macron à quelques jours de la présidentielle, alors, comme certains de ses proches, je pense à Éric Woerth par exemple. Je n'ai pas peur. Je pense qu'il doit être libre. Aujourd'hui, il n'est plus dans notre famille politique, il a quitté la politique active. Donc il est libre. Après, il est libre, mais il sait très bien sa responsabilité à l'égard d'une famille politique. Il sait très bien que s'il allait soutenir Emmanuel Macron, ça veut dire que demain, vous revenez à la Troisième République. Vous avez un grand parti qu'on appelait d'ailleurs les opportunistes à l'époque, et autour que des extrêmes. Et ça va être la désespérance démocratique. C'est-à-dire que pour l'élection d'un homme, qui au passage d'ailleurs a un bilan assez contrasté, on pourrait en parler, vous allez fournir aux Français un seul choix. Vous aurez un choix de raison, ou alors vous aurez des gens qui ont des propositions approximatives ou des propositions très radicales et qui ne peuvent pas gagner. Je vais vous dire, si avec ça on n'a pas une révolution dans les 10 ans à venir, ce sera à désespérer les Français. Et Stéphane parlait d'Éric Woerth et de Natacha Bouchard. Vous redoutez qu'il y ait d'autres départs demain, d'autres aliments Emmanuel Macron ? Moi je ne les redoute pas, mais je trouve ça déplorable, parce que vous perdiez une élection parce que l'autre est meilleur. Mais là, vous avez déjà lu Astérix, les Gaulois. Vous savez pas les Gaulois, les pirates. Vous vous rappelez les pirates ? Les pirates, à chaque fois, ils se font couler par les Gaulois. Et il y a un épisode célèbre où les pirates, à force de se faire couler, voient Astérix et Obélix et ils disent, ils arrivent, les Gaulois arrivent, et donc ils coulent leur propre bateau. Eh bien ça, vous voyez, c'est désespérant. Ça veut dire quoi qu'Éric Woerth, entre autres, est en train de couler les LR ? Non, ce que je veux dire, c'est que si au bout de 5 ans, vous avez le chemin de Damas, vous passez 5 ans à critiquer le président de la République, et comme par hasard, 2 mois avant, vous apercevez qu'en fait, il est très bon. Mais pourquoi vous ne l'avez pas vu avant ? Vous auriez libéré, en plus, la présidence de la Commission des Finances, ça tombe bien, elle est à l'opposition. Vous voyez ? Et puis, pour le citoyen, il se dit, mais on nous prend pour des imbéciles. Et en plus, je vais vous dire, il y a quelques mois, on avait d'un côté Guillaume Pelletier et de l'autre côté Éric Woerth qui se disputaient dans la presse, ce qui faisait qu'on disait les Républicains sont divisés. À la fin, vous en avez un qui part chez Zemmour et l'autre qui part chez Macron. Mais si c'était pour arriver à ce résultat, il fallait partir en 2017. On aurait vécu un quinquennat beaucoup plus apaisé sur nos discussions internes. À un moment donné, il faut respecter les électeurs. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que vous venez de dire sur la Troisième République, les opportunistes au centre, les extrêmes, extrême gauche, extrême droite ? Est-ce que ça, c'est pas ce qui nous pend au nez après la présidentielle ? Une recomposition du paysage politique français autour de ce que vous venez de décrire ? Moi, je crois que si Emmanuel Macron est réélu parce que sa stratégie cynique, en fait, d'émiettement du champ politique, c'est-à-dire ce qui arrive à la gauche aujourd'hui arrive à la droite demain. S'il arrive à ce résultat-là, vous aurez la 5e République, factuellement, mais sur le fond, ce sera la 3e et en partie la 4e, avec une espèce effectivement de grand parti d'opportunistes. Parce que quand vous allez de Barbara Pompili à Éric Woerth, excusez-moi, ça s'appelle plutôt United Colors of Macron. Mais quand vous dites c'est désespérant et ça serait le signe avant-coureur ou le début de quelque chose qui pourrait mal se terminer, vous avez parlé de révolution dans les 10 ans qui viennent, est-ce qu'on ne peut pas avoir des soucis beaucoup plus rapidement si notamment un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon n'accèdent pas à la présidentielle faute de parrainage? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on soit dans un, excusez-moi de réemployer ce terme-là, mais dans un contexte où les gens se disent qu'est-ce que c'est que cette campagne où il n'y a pas de débat, il ne se passe rien, et en plus
des gens qui pèsent ne peuvent pas y aller et que ça provoque quelque chose d'assez douloureux. Quand vous voyez une Anne Hidalgo qui est à 2,5% qui peut se présenter un Éric Zemmour, indépendamment de ce qu'on peut penser, et cette règle des 500 parrainages est terrible, les 500 parrainages publics. Parce qu'en réalité... Qu'est-ce que les Républicains peuvent faire? Valérie Pécresse, elle a ses parrainages. Est-ce que vous allez appeler, par exemple, à un certain nombre de vos élus à parrainer des grands candidats? Regardez le cynisme de François Bayrou, du président de la République, qui permet aux gens de se présenter. C'est-à-dire que vous avez l'allié du président de la République qui dit, voilà, je vais créer une banque des parrainages, et puis je vais autoriser... ça, c'est une mauvaise idée. Comme sous le Second Empire. On va autoriser, comme dans les républiques africaines, l'opposant officiel, le président de la République vous autorise à concourir. Comme vous ne pouvez pas gagner, bon voilà, on vous donne les possibilités de venir. Voilà, on marche sur la tête. On croit, si vous voulez, que toutes les solutions aux problèmes sont forcément démocratiques. Le risque de cette négligence de l'électeur, de ce mépris pour les électeurs, de ce message que vous envoyez qu'on peut changer d'étiquette au lendemain, abandonner, trahir, le fait que vous êtes dans une société politique où vous ne célébrez plus les gens qui sont loyaux, mais les gens qui sont des traîtres, tout ça peut conduire effectivement les Français à se dire maintenant, on va tous les balayer. Regardez ce qui arrive avec le convoi de la liberté ou les gilets jaunes. Ce sont des soubresauts, mais c'est le masque profond, en réalité, d'une rupture du consensus de 58. Il faut retourner au référendum. C'est pour ça que Valérie Pécresse a raison. Il faut retourner au peuple souverain. Dernière question, Stéphane. On avait dit qu'on parlait un peu de fond. Vous avez trouvé que l'ensemble des propositions de Valérie Pécresse étaient claires dimanche? Est-ce que tout ça fait une vision structurée de la France, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un catalogue? Alors je trouve qu'elle a justement pas essayé de faire un inventaire à l'après-vert. Effectivement, il y avait beaucoup de sujets parce qu'elle a 4 priorités. Mais c'est toujours la difficulté de bon équilibre. En tout cas, elle a des propositions, et ce sont des propositions innovantes et disruptives. Effectivement, là où je peux vous concéder un point, c'est que quand vous avez beaucoup de propositions innovantes et disruptives, eh bien, on retient moins que celui qui a une proposition démagogique et inapplicable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle se concentre peut-être plus sur quelque chose qu'on retienne. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche vraiment dans sa campagne. Ça veut dire que maintenant, on a le programme. Maintenant, pour celui qui veut écouter sur les femmes qui divorcent, sur le senior qui veut travailler après sa retraite, nous avons des propositions qui sont des propositions extrêmement précises et bien construites. Merci Julien Aubert. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.